It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Alors oui, enfin, nouvel épisode après plus d'un mois d'absence. Je vous avoue que le rythme s'est beaucoup ralenti, pour pas dire complètement stoppé, ces dernières semaines. J'ai même loupé le début de la saison NBA du fait d'un emploi du temps qui cette année est beaucoup plus chargé. Je vais quand même essayer de faire plus de podcasts que un par mois ou un par mois et demi. C'est quand même abusé, mais je vous avoue que le rythme ne sera pas le même que l'année dernière, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est une petite spécificité, je devais en parler et tout ça, mais le podcast, même si c'est quelque chose que j'adore faire, ne peut pas être une de mes priorités en ce début d'année scolaire, mais j'espère que ce le sera dans quelques mois. J'espère pouvoir rattraper un rythme beaucoup plus important pour la deuxième partie de saison, et puis on verra, hein. Enfin bref, on va commencer. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des Philadelphia Sixers. En effet, le trade de Harden a enfin eu lieu après un feuilleton qui a duré tout l'été. Et la question que je me pose, c'est, on a tous vu le début de saison assez impressionnant des Sixers, qui, on a l'impression, n'ont pas perdu une pièce aussi importante que était Harden, malgré son statut de All-Star, de meilleur passeur de la ligue, et même de superstar tout court, hein. Cette équipe joue très bien, c'est un fait, on le voit tous. Le nouveau coaching s'est mis en place, on y reviendra évidemment, c'est juste pour vous donner les bases. Mais la question qui se pose aujourd'hui est tout simplement la suivante. Est-ce que les Philadelphia Sixers sont des contenders pour le titre? Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher les plus gros de l'Est et même une finale NBA ensuite avec l'effectif en place? Est-ce que ça suffira? Moi, je vais vous dire clairement ma réponse, c'est non. Et c'est pour ça que ce podcast a lieu. C'est pour voir quelle solution, quel transfert, quel joueur à aller chercher pour potentiellement passer ce dernier cap et redevenir un contender. Comme il l'était avec Harden, évidemment. On va pas commencer à trash talk et leur dire qu'ils étaient pas contenders. Ils l'étaient effectivement, avec des joueurs aussi forts qu'un Harden et un Joel Embiid MVP, même s'ils ont déçu. Donc, comment redevenir un contender efficace, quelqu'un qui, en play-off, peut faire peur à n'importe quel roster de l'Est. Donc, on va voir ça tout de suite. Allons-y. For Joel Embiid. Right now, let's go over to the PA announcer in-house, Matt Cord. Welcome to Game 3 of the Eastern Conference Semifinals between the Boston Celtics and your Philadelphia 76ers. Avant d'aborder les différents joueurs qui pourraient être intéressants pour un transfert côté Philadelphie, il faut quand même revenir, je l'avoue, sur la saison passée, recontextualiser un petit peu. Donc, la saison passée, les Sixers ont fini en 3e place de la conférence Est avec un bilan de 54 victoires pour 28 défaites. Évidemment, vous vous en souvenez, je pense, Embiid a enfin reçu son titre de MVP, il était meilleur scoreur de la ligue, une saison impressionnante, digne du Shaq, en tout cas individuellement. À côté de ça, on avait un Tyrese Maxey qui sortait du banc parfois, qui était titulaire d'autres fois, qui avait un niveau très intéressant, surtout en début de saison. Il a tourné à 20 points de moyenne, une sorte de dynamiteur qui accélérait le jeu des Sixers. Et évidemment, un James Harden niveau All-Star, même s'il ne l'a pas été, meilleur passeur de la ligue, qui s'est développé grandement sur son shoot à 3 points, notamment en catch and shoot, pour devenir une menace bien plus importante, parce que évidemment ses qualités physiques baissent, son step back est beaucoup moins utile, en tout cas il est beaucoup moins élite qu'il l'était en 2018 évidemment. Enfin bref, cette équipe qui tournait très bien, une des meilleures attaques de la conférence Est et de la NBA en général, avec une pace très lente qui convient parfaitement à Embiid et à évidemment James Harden qui aime beaucoup monopoliser le ballon pendant au moins 15-18 secondes. Un style de jeu qui fonctionnait en régulière évidemment, malgré la présence d'un Doc Rivers qui fait de plus en plus défaut en tant que coach. Cette équipe arrive avec un statut de contender en play-off, va d'ailleurs passer le premier tour assez facilement malgré une petite blessure de Embiid contre les Nets privés transféré tout simplement de Kevin Durant, Kyrie Irving et tout simplement le Big Three des Nets.
Cette team ne faisait tout simplement pas le poids et on arrive directement au second tour. Un second tour où les Sixers vont être privés sur les premiers matchs de Embiid, qui encore une fois s'est blessé, mais vont avoir pour l'occasion un James Harden de gala sur certains matchs qui va enquiller des plus de 40 points. On va aussi avoir des Celtics en face qui jouent un basket bien moins compétitif, on va dire, que l'année précédente sous Udoka. On ne retrouve pas l'efficacité de Jason Tatum de l'année d'avant. Brown est mis beaucoup plus en difficulté. Il est critiqué bien plus que les années précédentes, même si contre Miami en finale de conf l'année d'avant c'était compliqué aussi. Sa finale contre Golden State a bien rattrapé les choses. Pareil pour Al Horford, il n'a plus la même présence que contre Giannis un an auparavant. Bref, beaucoup de facteurs font que cette équipe, bien plus tournée vers l'attaque que la défense, a beaucoup de difficultés à s'imposer. Et d'ailleurs, on le remarque, cette équipe des Sixers mène 3-2, un match catastrophique de Tatum qui se réveillera dans le 4e quart-temps pour remettre les Celtics dans la course à la finale de conférence. Mais on voit clairement qu'en fait, ils ont déjà loupé... On parle bien des Philadelphia Sixers, ils ont déjà loupé une grosse occasion d'enfin se qualifier pour les finales de conférence, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire dans leur histoire récente sous Embiid. Et tout simplement, cette chance qu'ils ont laissé passer ne se représentera pas. Ils doivent se rendre directement à Boston, dans le Garden. Et là, on aura à faire un match cataclysmique des cadres. Donc notamment de Embiid et de Harden qui passeront complètement à côté. Seul Tyrese Maxey préservera un petit peu les apparences, on va dire, mais ce sera bien insuffisant pour se qualifier. Donc après cette défaite, et comme chaque année avec les Sixers, il y a eu du drama, avec les déclarations un petit peu lunaires d'Embiid en sortie de défaite, Doc Rivers qui n'a l'air toujours pas concerné par cette défaite, alors même que ça fait des années, voire une décennie, où on lui reproche les mêmes erreurs, un jeu stéréotypé, aucune adaptation, tout simplement des remontadas aussi, beaucoup de remontadas. Celle-là était plus légère, on ne revient pas de 3-1, mais on a quand même eu une possibilité de conclure cette série en 6 matchs et ça n'a pas eu lieu. On a eu aussi évidemment, comme je l'ai dit, Embiid et Harden qui ont sous-performé. C'était limite Tyrese sur le dernier match qui portait l'équipe, ce qui est quand même assez affolant. Enfin bref. Il y a eu beaucoup de problèmes. On pourrait en rester là et dire, bon, on va essayer l'année prochaine. Mais il y a eu un autre problème qui s'est posé, un autre drama tout simplement. C'est que la relation entre Daryl Morey et Harden, donc Daryl Morey qui est le GM de cette équipe, s'est complètement dégradée pour ne pas dire détruite. En effet, l'année dernière, Harden avait fait quelques sacrifices financiers pour essayer, je dis bien essayer de devenir encore plus contenders, donc ramener PJ Tucker, ramener un petit peu de banc autour de cet effectif, et il espérait donc par cet acte avoir, et on lui a promis apparemment, évidemment on lui a promis, avoir un contrat longue durée l'année d'après, ce qu'il n'a pas eu, ce qu'il n'a évidemment pas eu parce qu'en fait je crois que tout l'effectif et toute la franchise des Sixers doutait de ses qualités, surtout pour un joueur qui a bientôt 35 ans, qui a une hygiène de vie et un passif qui est assez compliqué, pas en termes de blessures, mais en termes de dans un vestiaire, en termes de win, tout simplement, en play-off. Donc moi, je comprends Daryl Morey, même si la manière est un petit peu dégueulasse, si tout ce qui a été dit est avéré côté Harden. Le contrat qui a été promis est quand même pas du tout mal, 120 millions sur 3 ans, mais encore une fois ce sont des rumeurs, on en saura beaucoup plus dans les prochains mois, mais ce qu'on sait c'est que Harden, lorsqu'il était on va dire en tournée un petit peu médiatique notamment en Chine, a dit que il détestait Daryl Morey, que c'était un menteur et qu'il ne jouerait plus jamais dans une équipe où il fait partie de l'organisation, ce qui veut tout simplement dire qu'il demande à se faire transférer, et ça a eu lieu, il a demandé automatiquement et directement son transfert et il a demandé à rejoindre les Clippers. On a eu tout le feuilleton lors de l'été avec différentes déclarations que ce soit du GM, de Harden et ensuite de tous les camps en fait. On a eu aussi la destruction un petit peu médiatique d'Harden, on sait quand même que depuis 2020 il enchaîne les équipes, que ce soit d'abord de partir de Houston pour les Nets, ensuite Philadelphie, maintenant il redemande son transfert pour les Clippers, un transfert qui fut acté donc il y a une semaine ou deux, comme on l'a dit, moins d'une semaine je crois même, et qui l'envoie donc aux Clippers
Clippers en échange de Robert Covington, de Nicolas Batum notamment, et de beaucoup de picks de draft, notamment 2 premiers tours de draft, tout simplement. Ce qui pourrait permettre aux Sixers de se reconstruire ou en tout cas d'ajouter une pièce importante à cet effectif, sans oublier que Robert Covington comme Nicolas Batum sont des joueurs en fin de contrat et qu'à la fin de l'année, ils ne re-signeront sûrement pas. Robert Covington qui est déjà en fin de carrière, donc c'est quasiment sûr, sauf s'il fait une année où il retrouve un petit peu des couleurs, et Nicolas Batum qui a clairement dit qu'après les JO 2024, donc cet été, il prendrait sa retraite, donc sa dernière année en professionnel. Donc ça permettra d'avoir du cap space, énormément de place pour potentiellement aller chercher un joueur à la free agency. C'est aussi pour faire des transferts d'ici là. Hein. Les jeunes équipes ou les équipes qui veulent se reconstruire ont souvent besoin de contrats expirants. Mais surtout, maintenant, ils possèdent beaucoup de picks de draft qui peuvent être intéressants. En effet, l'équipe des Clippers et les picks qu'ils ont datent de 2026 ou 2028, quelque chose comme ça. On peut donc imaginer que à cette période-là, les Clippers seront potentiellement en reconstruction, du fait que Paul George, Kawhi, Westbrook et Harden sont des joueurs qui ont entre 33 et 35 ans, qui ne sont déjà plus dans leur prime. Donc j'imagine vraiment bien que dans 3 ans, ce sera encore moins le cas, pour ne pas dire qu'ils ne seront plus là. Donc oui. Évidemment, je pense que ces picks sont très intéressants pour des équipes en reconstruction, ce qui fait que Philadelphie ne s'en sort pas du tout mal. Embiid est à un niveau de MVP dès le début de la saison. Tyrese Maxey, on a remarqué une évolution qui peut potentiellement le faire s'amener vers une deuxième option qui t'emmène au titre. Là, je m'avance énormément évidemment, mais en tout cas une deuxième option d'une équipe compétitive, c'est devenu ce type de joueur-là. Et on peut s'imaginer donc l'ajout de pièces essentielles qui feraient en sorte qu'ils aillent gratter les sommets de l'Est. Les sommets en play-off, évidemment, les sommets en régulière, ce sera sûrement le cas cette année. Mais du coup, que leur manque-t-il ? Parce que on a vu qu'ils ont rajouté 2 joueurs de rotation, un banc qui est plutôt solide. Ils ont Paul Reed, ils ont Jaden Springer, le MVP de la G-League. Ils ont plusieurs joueurs comme ça. Ils ont perdu PJ Tucker, mais ils ont toujours des Tobias Harris, des joueurs sur les ailes. On a aussi l'excellent début de saison de Kelly Oubre Jr., même si je pense que ça va vite redescendre. Pour l'instant, il est très efficace. Marcus Morris, non, vraiment, ils ont des joueurs de talent, mais peut-être qu'il manque un certain type de talent, un talent de non pas franchise player, mais un talent de création. Oui, je pense que c'est le mot création, parce qu'on a un backcourt qui est très intéressant, très dynamique, avec Tyrese Maxey, et D'Anthony Melton. Les deux peuvent concourir au titre de 6e homme de l'année dernière. Enfin, peut-être pas pour Melton, mais c'est un très bon 6e homme. Ce sont des joueurs très importants, impactants et qui se complètent, notamment Melton en défense, Tyrese pour être ce dynamiteur et ce scoreur, un bad shot maker incroyable. Mais à côté de ça, il manque ce côté création, peut-être pick and roll avec Embiid ou ce partage de la balle dans les corners. On sait que maintenant avec des Tobias Harris, des Batum, on a des joueurs qui savent mettre des threes et qui savent jouer intelligemment, mais ce sont des joueurs tout simplement qui ne correspondent pas à ce porteur de balle primaire, ce que peut être Tyrese Maxey, mais est-ce qu'il peut l'être jusqu'au titre en fait? C'est ça que je me pose comme question. Donc pour moi, c'est ce type de créateur intelligent et playmaker qu'il manque tout simplement à cette équipe des Sixers. Évidemment, on peut aussi trouver d'autres styles de joueurs, des joueurs plus importants, notamment sur les ailes, peut-être un petit peu plus, un peu plus star element. L'arrivée notamment peut-être d'un 3e All-Star, ou en tout cas un 2e All-Star et demi, parce que tout simplement Maxey n'en est toujours pas un, et n'en sera peut-être pas un cette année, on ne sait pas, peut-être qu'il redescendra de régime, mais à l'arrivée d'un autre All-Star pourrait être aussi très intéressant dans cet effectif. Donc c'est vers ces profils-là que je vais me pencher, sur les ailes ou au poste de meneur, des joueurs importants. La rotation est déjà bien créée côté Sixers, ils ont un banc qu'ils n'avaient pas les années précédentes, mais ils ont perdu énormément de talent avec Harden, même si c'était pas possible de le garder. Je pense qu'il est tout à fait remplaçable, peut-être avec un profil qui s'éteint moins en play-off, avec un profil plus jeune, plus dans la tranche d'âge entre Tyrese et du coup Embiid qui a maintenant 29 ans. Oui, ça serait plus intéressant qu'un Harden qui vieillissait d'année en année et qui de toute façon avait une relation complètement rompue avec le management de Philly. Donc c'est vers ça qu'on va se pencher directement. On commence. J'avais donc dans ma liste 7 joueurs
Je vais les aborder tous, mais je vais garder quand même un top 5 et on va parler rapidement d'un bonus de 2 joueurs qui me semblaient intéressants ou assez marrants à aborder, mais qui ne font pas partie de ce top 5. Donc, en 5e position, j'ai décidé de vous mettre un Kyle Kuzma. Étonnant, je pense. C'est pour ça aussi qu'il est 5e. C'est pas du tout le profil de superstar ou de all-star dont on parle. Ce n'est pas non plus du tout, mais alors pas du tout, un grand joueur au poste de meneur ou en tout cas un bon partageur de balles. Même s'il s'est beaucoup amélioré à Washington, c'est un joueur qui, pour moi, peut faire des stats, qui peut être potentiellement très utile à un collectif. Il l'a déjà été aux Lakers. S'il retrouve ce rôle avec l'expérience qu'il a accumulée, il peut être très intelligent. Et je pense que de toute façon, c'est un joueur collectif pour un effectif qui doit être playoffable. C'est très intéressant ce qui se passe à Washington. Il fait des grosses stats. Il est devenu très important au rebond et il est souvent très propre. Je l'ai dans ma TTFL et franchement, il est très propre. Il m'apporte des points. Mais à côté de ça, c'est pas intéressant de voir un joueur qui a déjà un titre NBA avec les Lakers, on va dire, mourir dans cette équipe de Washington qui de toute façon ne comptera pas sur lui à long terme. Donc oui, je pense qu'un profil complet de scoreur qui est capable de défendre efficacement et qui potentiellement peut prendre chaud à tout moment, qui est capable de lâcher la balle, il l'a déjà fait, il a déjà été la 5e option d'une équipe, même si le principal doute que moi je porte à ce joueur, c'est que potentiellement, est-ce que son rôle de star d'une équipe qui ne va nulle part ne lui tient pas un petit peu trop à cœur? Est-ce qu'il est encore capable de se mettre de côté? Il l'a déjà été, mais c'était des joueurs comme Anthony Davis et LeBron James qui ne se mettraient pas de côté, et il était beaucoup plus jeune. Là, ça commence à devenir un vétéran entre gros guillemets, et malgré le fait qu'il soit un ajout de taille sur le poste 3 et qu'il pourrait l'être, qui peut jouer à plusieurs postes, 3-4, qui peut être peut-être un bon complément à Tobias Harris ou le remplacer sur certaines séquences, du fait aussi que Tobias Harris, s'ils ont l'occasion de le transférer, je pense que c'est intéressant de le faire parce qu'il a un énorme contrat et qu'en fait il n'a jamais apporté les certitudes qu'on attendait qu'il apporte. Ils ont quand même choisi Tobias Harris devant Jimmy Butler, ce qui est quand même une assez grosse folie même pour l'époque. Enfin bref, Kyle Kuzma est pour moi un très bon complément, un joueur qui est à la portée de cet effectif avec les assets qu'ils ont, tout simplement, parce qu'on se souvient quand même que Kyle Kuzma a, je crois, 26 ou 27 ans, dans un effectif qui est ultra jeune et qui commence une reconstruction que cette année, et qui a eu un bon contrat justement pour pouvoir se faire échanger. Je pense que les assets, notamment des Clippers et des contrats expirants comme Covington, pourraient être intéressants pour potentiellement organiser un transfert. Et puis même si on voit que Tobias Harris est toujours ce joueur un petit peu sans caractère entre guillemets et qui n'apporte pas cette valuabilité comme on attend qu'il l'apporte depuis des années, le remplacer et faire le choix Kyle Kuzma serait peut-être la solution. Donc voilà, en 5e position, j'ai mis Kyle Kuzma. On va passer directement à la 4e, je pense directement, et je vais vous parler d'un autre type et d'un autre prototype de joueur avec Pascal Siakam. Pascal Siakam, qu'est-ce qui me fait le mettre en 4e ? Déjà, c'est pas le fait de son niveau intrinsèque. Je pense que Pascal Siakam est potentiellement un des meilleurs joueurs que j'ai dans cette liste. Mais ce qui me pose problème, et je pense que c'est quand même à tester, c'est est-ce que la cohabitation avec Embiid, déjà parce qu'ils se sont déjà mis des coups en play-off et que je ne sais pas s'ils s'apprécient, même s'ils sont tous les deux Camerounais, que je pense qu'ils ont beaucoup de choses qui les rapprochent, est-ce que c'est possible déjà hors terrain, mais aussi sur le terrain? On sait que Pascal Siakam est un joueur qui doit s'approcher du cercle, que si tu le fais prendre des tirs à la, je sais pas, Julius Randle ou Anthony Davis d'il y a quelques années, il perd énormément en qualité sur le terrain, mais Embiid doit avoir ce spacing autour de lui, doit avoir des joueurs qui sont capables de s'écarter pour ressortir le ballon lors des prises à deux, mais je me dis que c'est quelque chose à tester dans le sens où Embiid, lui, peut s'écarter, donc laisser la place à Pascal Siakam. On peut aussi dire ce qu'on veut, Embiid est un joueur très intelligent sur le terrain, malgré ses playoffs, malgré tout ce qu'on peut en dire et tout ça. Pascal Siakam n'arrive que 4e pour ces raisons-là, mais c'est quand même un All-Star qui l'année dernière tournait en 24-7-7, je crois, qui est un champion NBA, qui a peut-être le surplus de caractère qui manque à cet effectif, qui manque à Embiid. Je pense vraiment que ce collectif, si on passe avec Pascal Siakam, pourrait avoir une gueule tout simplement différente.
Évidemment, les premiers mois seront compliqués pour les deux. On sait que Pascal Siakam, son début de saison est déjà compliqué. Il est dans l'ombre de Scottie Barnes, mais c'est un peu ce qu'on attendait aussi à Toronto. Je ne sais pas de quel côté va aller Toronto. On en a déjà parlé à la fin de l'été, mais ça se confirme sur les premiers mois de la saison. Enfin, les premières semaines de la saison, c'est qu'ils sont trop forts pour réellement tank. Pascal Siakam ne fait limite plus partie du projet parce qu'en fait, Scottie Barnes est plus jeune, plus intéressant avec potentiellement un plafond beaucoup plus haut. Donc oui, Siakam va pas s'éteindre dans cette franchise qui a besoin d'être en reconstruction ou en tout cas de faire cette transition vers une équipe plus jeune. Que fait-il encore là? Van Vliet s'est déjà barré. OG Anunoby a tellement de rumeurs sur lui. Je pense que Siakam doit faire ce choix. Et quitte à partir, les Sixers ne seraient peut-être pas la meilleure solution pour lui, mais ce serait une solution où, en fait, niveau intrinsèque, niveau joueur intrinsèque, on atteint un autre plancher. Donc oui, même moi, je suis pas fan de cette idée. Les deux premiers joueurs que j'ai cités apportent beaucoup de talent à cet effectif, mais aussi d'incertitude. Mais est-ce que c'est pas le moment de tenter avec un Embiid qui commence à être dans des rumeurs, notamment pour New York, où on dit qu'il va vite se lasser et qui est de toute façon depuis 4-5 ans dans des échecs consécutifs et successifs, qui a réussi à être MVP l'année dernière, mais on a vu ce que ça a donné en play-off, alors que son plus gros adversaire et rival est devenu final MVP et champion NBA. Non, franchement, je pense que c'est le moment de taper un coup très fort sur la table et de ramener ce prototype de joueur. On continue directement avec le troisième joueur de cet effectif qui me pose aussi beaucoup de questions. Vous allez le remarquer, et je tiens à le préciser, c'est aussi parce que j'ai beaucoup de mal avec ces Sixers en général. Je sais que je viens de dire que Embiid était un joueur intelligent sur le terrain. J'ai beaucoup plus de doutes dans son aspect de leader et son intelligence hors terrain. J'ai aussi des doutes sur le fait que Nick Nurse soit le coach qu'il faut à cet effectif. On sait qu'il adore faire jouer ses joueurs plus de 40 minutes. Que quand il est parti des Toronto Raptors, il avait une partie de l'effectif et du management de Toronto à dos, notamment, même si je pense que c'était plus les jeunes, et c'est pour ça que j'aborde aussi le cas de Siakam. C'est que Siakam a vécu beaucoup de moments depuis notamment sa draft, tout simplement, parce que Nurse était dans l'effectif et était coach assistant depuis 2013 aux Toronto Raptors. Siakam n'avait sûrement, je pense, rien n'est sorti sur le sujet, aucun problème avec Nick Nurse, et le retrouver est aussi un truc important parce qu'il sait comment il joue, il sait comment l'utiliser, à voir comment ça se mélange, comme je l'ai déjà dit avec Embiid, surtout qu'il n'y a pas d'autres créateurs réels, en tout cas de playmakers sur le backcourt. Mais le fait que le coach le connaisse, l'apprécie et que en fait ce soit aussi peut-être le plus gros talent disponible actuellement en NBA sur le marché des transferts potentiels, je pense que c'est un ajout de poids. Enfin bref, on va passer directement à la troisième place avec un profil totalement différent. On va parler de monsieur Zach LaVine. Donc, je pense que pareil, c'est un secret de polichinelle de dire que ça commence à tourner court aux Chicago Bulls, que la construction de l'équipe, avec l'absence de Lonzo Ball qui ne reviendra sûrement jamais, Zach LaVine, DeMar DeRozan et tout cet effectif autour ne fonctionne pas. On le voit d'ailleurs dans son implication sur le terrain de comment ça fonctionne, malgré des profils offensifs assez fous dans cet effectif, l'attaque est minable. Évidemment, le coaching est à remettre en question, mais Zach LaVine n'a pas l'air d'avoir la même propension à aller scorer, à se donner pour le collectif qu'il y a quelques années. Je pense que ce n'est pas du fait d'un niveau qui régresse ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il n'est juste plus concerné par le projet collectif. C'est pour ça que potentiellement, s'il y a reconstruction côté Chicago Bulls, quelque chose qui pour moi est complètement obligatoire à un certain moment, c'est-à-dire qu'en fait cet effectif ne va nulle part, tout le monde s'en lasse et puis les critiques commencent à devenir folles. Je pense que trade Zach LaVine, qui est la base du projet initial en tout cas, serait quelque chose de fort pour repartir sur des bases plus saines. Zach LaVine est un All-Star en puissance, un joueur avec des qualités physiques énormes, qui est un scoreur aussi très efficace, en tout cas qu'il l'était avant que ça tourne un petit peu mal côté Chicago Bulls. Moi, la question qui me pose le plus de problèmes, c'est est-ce que ce type de joueur, s'il doit jouer sur le poste 3, je sais qu'il est capable de jouer sur le poste 2, serait le profil idéal et qu'il faut à cet effectif
pour devenir contender. On sait que les plus gros monstres physiques en NBA sont des ailiers. On sait aussi que Zach LaVine en défense est tout simplement plutôt mauvais. Et donc, est-ce que arriver en play-off quand ils vont tomber sur des Jason Tatum, sur aussi des Giannis, même si je pense qu'il ne défendra pas forcément sur lui, est-ce que c'est le profil idéal ? J'ai des doutes sur ça. Effectivement, je pourrais pas vous répondre aujourd'hui oui ou non. Je sais qu'il peut jouer aussi poste 2, mais d'autres questions se posent. C'est qu'on voulait de la création sur ce backcourt. On se retrouve avec deux joueurs surathlétiques, des scoreurs first, et qui potentiellement font un petit peu doublon. Même si ce n'est pas du tout le même style de joueur. Dans les profils, on va dire que ça ne se complète pas comme pouvait se compléter justement James Harden avec Tyrese Maxey, qui lui enlevait des responsabilités et lui faisait prendre des shoots ouverts bien plus facilement que les shoots qu'il prend actuellement. Même s'il continue à les mettre, donc on peut pas parler de shoot manqué ou en fait d'une perte d'efficacité, il continue à les mettre, mais à un moment donné en play-off, ce sera quand même une autre histoire. Donc oui, Zach LaVine apporte, on va dire, une autre gravité sur le backcourt, ce qui pourrait être très intéressant. Mais c'est aussi à Nick Nurse, encore une fois, de pouvoir créer un collectif assez harmonieux pour faire en sorte que la balle se partage efficacement. C'est aussi peut-être à Tyrese Maxey d'accepter un rôle de création plus important s'il en est capable, et de toute façon il devra s'améliorer jusqu'à en être capable, parce que même si on va le voir, j'ai d'autres profils qui peuvent créer sur le backcourt, rien n'est au niveau d'un James Harden et rien n'est au niveau d'une certaine élite de chez élite qu'on peut voir chez des Trae Young ou ce type de joueurs-là à la création. Donc oui, Zach LaVine pour moi est une solution. C'est une deuxième option pour moi qui est sûre. On l'a vu que en première option dans sa carrière, je pense. Enfin, on l'a vu derrière des DeMar DeRozan qui pour moi aussi sont des deuxièmes options, ou des Karl Anthony Towns qui sont pas ce type de joueurs qui t'emmènent en play-off ou qui sont des premières options d'équipes mauvaises, il faut se le dire. Mais du coup, oui, j'aimerais bien voir Zach LaVine avec un vrai numéro 1, avec une hiérarchie établie autour de lui, qui est avec une équipe qui fonctionne aussi, qui va régulièrement en play-off et qui joue les hauts de tableau. Je pense vraiment que je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est sous-coté, mais je pense que vraiment on pourrait redécouvrir un autre LaVine sous cette équipe de Nick Nurse, et potentiellement ça pourrait être une des facettes qui puisse leur faire passer un cap, même si je trouve encore ça très juste pour aller notamment en finale de conférence. Donc voilà, on va passer directement au top 2. Et là, vous allez le remarquer, comme je l'ai dit avant, c'est pas forcément le niveau intrinsèque qui m'intéresse ici, mais c'est le côté harmonieux, on va dire. Et là, c'est extrêmement le cas, parce qu'on a un Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon n'est certainement pas le type de joueur que Pascal Siakam ou potentiellement Zach LaVine peuvent être. C'est un joueur qui a été dans les conversations très rapidement, en tout cas dans les conversations de All-Star quand il était aux Pacers. C'est un joueur très intelligent malgré son nombre répété de blessures. C'est un joueur qui fait un début de saison énorme à Portland malgré le fait qu'on doit être en reconstruction. C'est un joueur très important d'un collectif qui peut aller loin. On l'a vu côté Celtics, et je pense vraiment que ça serait un des deux meilleurs choix pour cet effectif. Le fait est qu'en plus, ce n'est pas le même profil de joueur, c'est-à-dire que si les Sixers décident d'un petit peu tout chambouler, ils peuvent se permettre de prendre Malcolm Brogdon potentiellement avec un autre joueur. Zach LaVine et Malcolm Brogdon seraient peut-être la solution idéale, ou celui qu'on va voir plus haut, ou potentiellement Siakam, même s'il faudrait se dépouiller de toutes ses assets. Malcolm Brogdon aura une grosse, cote sur le marché, ça c'est une certitude, parce qu'en fait on voit son niveau quand il a les clés d'un backcourt entre les mains, malgré que ce backcourt soit celui des Portland Trail Blazers. Je pense que Miami sera sur ses côtes, et beaucoup d'autres franchises qui se veulent contenders, mais je pense que au vu des assets qu'ils possèdent, qui sont bien plus nombreuses que celles de Miami, et aussi Portland a du mal depuis quelques temps avec l'affaire Damian Lillard, Jrue Holiday, etc., de faire des trades et de converser avec Miami. Je pense que vraiment se pencher sur ce cas avec un joueur du coup
calibre inférieur, mais peut-être le meilleur meneur pur qu'on ait abordé, c'est une certitude, c'est le premier meneur qu'on aborde, mais un des meilleurs meneurs purs en NBA aujourd'hui, je le pense vraiment, en tant que meneur créateur, playmaker, je pense que c'est un des meilleurs. Il peut totalement jouer à côté d'un Tyrese Maxey ou d'un Melton. Je trouve que les trois se complètent parfaitement pour le coup. En plus, c'est un joueur qui ne perd pas ses moyens comme cet effectif a trop souvent l'habitude de le faire. Si on rajoute à ce collectif un Nick Batum, on a déjà des joueurs très intelligents entre Melton, Nicolas Batum et Malcolm Brogdon. Je pense que oui, avec son début de saison énorme, il aura une certaine cote, mais je pense qu'on peut l'avoir pour quelques tours de draft ou des contrats expirants. Et en fait, ça sera un ajout de poids et de taille. Et comme je le dis, il a l'avantage pour le coup de ne pas avoir la même cote et de potentiellement ne pas être le dernier transfert que tu fais. Si potentiellement ils veulent aller vers Kyle Kuzma et Malcolm Brogdon, déjà ils se retrouvent avec une profondeur qui est quand même assez importante, une des plus importantes de la ligue potentiellement, mais même si c'est un plus gros joueur et qu'ils doivent se dépouiller d'autres assets, ça peut être très important. Et on va parler du meilleur mélange qu'on peut faire avec la place numéro 1, parce que je ne peux pas l'aborder pour ne pas vous spoiler, mais pour moi, si on associe Malcolm Brogdon à ce joueur-là, ça peut être aussi très intéressant dans le but d'aller chercher les plus gros de l'Est et les plus gros en NBA tout court. Mais avant ça, je vais vous parler des deux joueurs très rapidement, évidemment, en bonus, on va dire, que je n'ai pas mis dans ce classement parce que pour moi, c'était soit impossible ou un peu ridicule, mais je trouvais quand même marrant de vous en parler. Donc le premier, le moins marrant des deux, parce que je le trouve très intéressant pour le coup, on va parler vite fait, évidemment, de Paul George. Alors Paul George, évidemment qu'un joueur du calibre de Paul George avec cette intelligence de jeu qui peut aussi jouer meneur, il l'a déjà fait côté Clippers, c'est un joueur très intelligent, ultra complet en tant que défenseur, scoreur, passeur, playmaker, tout ce que vous voulez. C'est très intéressant. Je pense que le dernier endroit où voudrait se retrouver Paul George néanmoins, c'est bien aux Sixers. Enfin, peut-être pas le dernier, j'exagère, Charlotte existe, mais un des derniers, je pense vraiment qu'il n'y a aucune chance. Je pense aussi que c'est prendre énormément de risques pour un joueur qui joue 40 matchs par année depuis 2019 et qui en plus est aussi vieux qu'un Harden qui vient de partir de cette franchise. Donc oui, évidemment, c'est pas trop possible parce que c'est un autre prototype de joueur qui sera bien plus cher, que les Clippers ne veulent pas le lâcher, ils ont encore de l'espoir sur lui. En plus, l'année prochaine, il y a l'inauguration de la nouvelle salle, ils veulent des stars dans cet effectif. Du coup, non, je sais même pas ce qu'on pourrait lâcher, à part gros cataclysme, évidemment. Et puis en plus, je trouve ça beaucoup trop dangereux avec un Embiid qui se blesse déjà, avec un Tobias Harris qui ne peut pas le relayer, de rajouter un Paul George qui peut se blesser tout autant. Ça veut dire que sur certains matchs, on laisse les clés du camion à Tyrese Maxey. C'est quand même assez compliqué. Et le second joueur que je voulais aborder, c'est Julius Randle. Pour moi, Julius Randle ne fait plus vraiment partie des plans à New York, même si eux ne s'en sont pas rendus compte. C'est un joueur qui n'apporte rien, qui est censé être le meilleur joueur sur le terrain et qui, en fait, dès qu'il rentre, met en difficulté ses coéquipiers. Il a maintenant 57 ans et qui n'arrive toujours pas à prendre les shoots intelligents qu'il devrait prendre. Il se prend pour une superstar qui, à mon sens, ne l'est pas et qui, en plus, régresse de niveau en play-off. Déjà que le début de saison était compliqué. S'il régresse de niveau, je pense que là, on va atteindre pas des sommets, mais enfin bref, vous m'avez compris. Mais je trouvais ça très 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 marrant de l'associer à un Embiid. Je pense que ça ferait des dramas sur dramas. Ça serait la plus belle télé-réalité de la NBA pour les 2 prochaines années, vraiment. Moi personnellement, qui n'aime pas spécialement cet effectif, ça serait vraiment quelque chose d'incroyable. Dans le jeu en lui-même, on va dire que Julius Randle est capable de s'écarter, malgré le fait que moi je le conseille pas et que mais il le fait depuis des années malgré ses pourcentages au tir qui sont calamiteux. C'est un peu le même problème que potentiellement Siakam, en beaucoup plus nul et en beaucoup moins expérimenté et tout ce que vous voulez en fait. Mais si les Sixers décident de se mettre sur ce dossier-là, moi ça me ferait beaucoup rire. Et juste pour ça, je pense que le mettre dans les bonus, c'est important. Enfin bref, j'ai parlé des 2 joueurs dont je voulais parler. Paul George, évidemment, j'ai l'impression de lui manquer de respect en faisant ça. Évidemment que c'est un joueur énorme et qu'il apporterait beaucoup s'il est sur ses 2 jambes à cet effectif. Mais voilà, Julius Randle, c'est un peu la dose d'humour. Pour le coup, il apporterait rien du tout à cet effectif. Qu'on soit très clair. Mais du coup, en première position, parce qu'on va quand même conclure un petit peu,
je voudrais vous parler du joueur qui pour moi s'acclimaterait le plus et qui encore une fois n'est peut-être pas le plus fort, qui n'est pas le plus fort de cet effectif, c'est OG Anunoby. OG Anunoby serait le complément idéal. Un 3&D, un 3&D un des plus élites de la ligue sûrement, qui est un défenseur calibre Deepoy, qui joue sur les postes 3, qui est capable de faire toutes les petites tâches un peu ingrates que Tobias Harris, qui est peut-être un peu trop soft, ou Embiid un peu trop star, ne ferait que moins, genre qui ferait beaucoup moins. OG Anunoby est capable de faire ça. C'est un shooter à 3 points plus que correct, qui est toujours à la limite entre le role player et le lieutenant, qui cette limite lui convient très bien à mon sens, qui serait en plus en concurrence avec des joueurs qui sont en fin de carrière ou qui sont... Voilà, Kelly Oubre était énorme en début de saison, mais je mettrais quand même OG Anunoby devant, faut pas déconner. Covington et Batum, c'est pareil. Et puis je pense aussi que dans un small ball assez intéressant, enfin small entre guillemets, un OG Anunoby en 3, un Batum en 4 avec un Embiid en poste 5 serait vraiment un effectif qui me hype premier degré, dans le sens où en fait j'ai du mal avec les caractères qu'il y a dans cet effectif. Je pense que déjà rajouter Nick Batum et un OG Anunoby au 5 pourrait être très intéressant, avec un Melton qui est aussi un très bon défenseur et un joueur de complément qui est très efficace, qui l'était déjà je crois à Memphis et qui le continuera à l'être cette année, un Tyrese Maxey qui pourra se décharger de certaines responsabilités, qui pourra améliorer ses talents à la passe avec des shooters dans les corners qui sont capables de les mettre en la personne de Batum, même Tobias Harris, OG Anunoby, et un Embiid qui tout simplement n'aura pas des peintres autour de lui. Donc oui, et en plus de ça, comme je l'ai dit, OG Anunoby et Malcolm Brogdon, si on arrive à faire cette doublette là du côté de Philly, peut-être que Malcolm Brogdon jouera 6e homme par moment selon les match-ups, selon les matchs. Peut-être que c'est Tyrese Maxey s'il descend un peu de niveau comme l'année dernière il l'était, qui pourra prendre ce rôle de 6e homme par séquence, à voir. Mais dans tous les cas, même si on n'a pas de gros noms, même si OG Anunoby, je pense que peut être Deepoy cette année s'il jouait dans une équipe compétitive comme les Sixers, on n'a pas vraiment de gros noms en termes de stars. On pourrait avoir un effectif qui est bien mieux construit et qui peut aller potentiellement gratter les finales de conférence ou les finales NBA. On l'a vu récemment, les gros noms ne font pas du tout. Même ce début de saison le montre, hein. Les Suns sont en difficulté. Évidemment, quand 2 de tes 3 gros noms ne sont pas là, c'est compliqué. Mais en soi, il y a déjà eu des précédents avec des gros noms qui étaient là ou qui n'étaient pas là. Les Nets, très récemment, toujours avec KD, on a eu ce type d'équipe-là, les Lakers qui n'ont pas fonctionné non plus. Donc oui, moi je suis toujours partisan de rajouter des joueurs intelligents, des joueurs qui sont capables de se fondre dans un effectif et qui complètent les lacunes d'un effectif, plutôt que rajouter, comme je l'ai dit, un Julius Randle qui pour moi, potentiellement, serait assez problématique dans sa construction sur le front court avec Embiid. Et puis Tobias Harris, qu'on repositionne en 3, non, ça serait compliqué, il faudrait sûrement le transférer, ça rajouterait d'autres problématiques. Pour moi, vraiment, OG Anunoby et Malcolm Brogdon sont les meilleurs noms à rajouter. Voilà, je pense qu'on a terminé, je pense que j'ai bien assumé la reprise de ce podcast, hein. Vous me direz si vous avez apprécié dans les commentaires, je vais essayer, comme je l'ai dit, d'en faire plus souvent, c'est assez compliqué, hein. J'ai énormément de révisions, énormément de responsabilités, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, je ne le fais pas exprès. Mais j'espère quand même que ce podcast vous a plu. J'espère vous retrouver le plus vite possible pour d'autres épisodes. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent le soir. Et à la prochaine.